En 2025, j'ai généré 200 000 euros de chiffre d'affaires avec mon business Behind Data qui aide les e-commerçants qui dépensent plus de 10 000 euros par mois sur Meta à améliorer leur rentabilité grâce à une meilleure collecte de données. Et pourtant, malgré le fait qu'on a fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, mon comptable m'a expliqué à la fin de l'année que la société n'était pas rentable et qu'on avait dépensé 1500 euros de plus que ce qu'on avait rentré dans la société. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les erreurs que j'ai faites, comment ça se fait que ma société était déficitaire alors que j'étais en service, donc normalement la marge doit être importante. Je vais t'expliquer comment ça se fait que malgré que j'étais sur un business model où la marge est censée être importante, la société était en déficit. Je vais te parler des erreurs que j'ai faites et je vais te parler du coup de comment tu vois, tu peux ne pas refaire ces erreurs en apprenant de mes erreurs. Donc si tu es freelance et que tu fais entre 5 et 8 000 euros par mois, écoute bien cette vidéo, écoute attentivement, surtout si tu es en France, parce que du coup, dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience, les erreurs que j'ai faites et ce que j'ai appris avec cette première année en tant que freelance en société. Donc, pour te donner un peu de contexte sur cette année 2025, donc fin 2024, donc j'avais déjà mon business de freelance qui marchait bien, qui marchait correctement. J'étais autour de 8 000 euros par mois. Et donc, j'ai décidé de passer de micro-entreprise à société. Donc ça s'est fait en juin 2024, mais je vais te parler du bilan de l'année 2025 sans te parler de la fin de l'année 2024. Mais globalement, de toute façon, les erreurs sont les mêmes. Donc voilà, donc pour te donner le contexte, je suis passé de micro-entreprise à EURL. Non, d'abord de micro-entreprise à SAS, et je vais expliquer au fil de cette vidéo pourquoi, mais je suis passé ensuite en EURL. Voilà, et donc là actuellement la société c'est une EURL. Donc voilà, donc maintenant que pour le contexte, on va parler de la première erreur que j'ai faite et qui m'a fait perdre beaucoup de temps et d'argent. La première erreur, en fait, ça a été de m'acclimater avec le fait d'être en société. Le fait d'être en société, quand on vient de la micro-entreprise, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre pour éviter de perdre de l'argent. Donc la première chose, c'est euh, le rapport avec la déclaration de TVA, mais de manière plus globale, le rapport avec l'expert comptable. Puisque quand on est en micro-entreprise, on gère soi-même la comptabilité. On sait que personne ne s'en occupe. Et donc, voilà, on se connecte sur le portail de l'URSSAF tous les mois ou tous les trimestres en fonction de ce qu'on a fait. On déclare le chiffre d'affaires, on paye ses cotisations. Et donc, voilà, c'est assez simple. Et quand on passe en société, en fait, toute cette partie administrative ne va plus être gérée par soi-même, mais va être gérée par le comptable. Donc déjà, il faut un bon comptable, mais il faut aussi soi-même comprendre la relation qu'on a avec le comptable et comprendre les obligations que nous on a et pas tout reposer sur le comptable. Moi, j'ai au début fait trop confiance au comptable et en fait, il fallait que moi-même je m'implique. En société, vous devez déclarer et donner une facture pour chaque entrée et chaque sortie qui se passe de la société. Et donc voilà, et ça, il faut le faire très régulièrement, tous les mois, pour que le comptable puisse faire la déclaration de TVA. Et moi, je mettais trop de temps, et donc je pensais que j'avais de la trésorerie, je pensais qu'on faisait de la marge, puisque je voyais ma trésorerie qui explosait, alors qu'en fait, on avait des gros retards de TVA, par exemple. Et donc d'un coup, bam, régulation de TVA, 3 mois de TVA, donc ça fait des grosses sorties d'un coup, alors que du coup, moi, j'avais fait des investissements euh, dans diverses choses parce que je pensais que la société elle se portait très bien alors qu'en fait c'était juste qu'il y avait de la TVA en transit. Donc ça c'est un exemple. Il y a d'autres exemples. Le fait du coup de c'est pour ça que je suis passé de SaaS à EURL, puisqu'en fait, du coup, pour me verser un salaire, puisque j'avais besoin de mes salaires pour vivre, en fait, j'ai compris que en SAS, pour se verser un salaire, il faut payer le double en URSSAF. Et donc, mon salaire était une énorme charge pour la société. Et donc, le fait de passer en EURL, ça fait qu'au lieu de 50-60% de charge, voire même 75, je ne me rappelle plus exactement, on passe à 45% seulement de charge pour les salaires que je vais me verser. Donc voilà. Et puis après, ouais, il y a aussi toute la charge administrative. En fait, quand on est en micro-entreprise, on peut se concentrer sur le business 5 jours par semaine, si on travaille 5 jours par semaine, alors que quand on passe en société, en fait, il faut minimum une demi-journée, au début en tout cas, par semaine, pour voilà, uploader toutes les factures, gérer les différentes choses administratives par rapport à la société. Et donc, quand on n'a pas appris à valoriser son temps de cette manière-là, c'est très pénible au début et on ne comprend pas en fait.
Donc voilà, ça c'est ma première erreur, c'est tout ce qui se passe enfin tout ce que j'ai appris concernant voilà, l'entrepreneuriat en France. Donc ça m'a coûté beaucoup d'argent. Ensuite, l'erreur numéro 2 que j'ai faite, c'est de me payer en salaire plutôt qu'en dividende. Donc en fait, moi avant, quand on est en micro, hem, l'argent de la société, c'est, notre argent, donc on réfléchit pas à ça, quoi. On dépense l'argent de la société comme si c'était le nôtre et notamment, par exemple, moi, j'ai une stratégie d'investissement de DCA et donc le fait d'investir, régulièrement en bourse et en crypto, avec des points d'entrée différents sur, le marché, pour, éviter pour éviter que une mauvaise décision, ait un gros impact sur mon patrimoine et donc c'est pour ça que je préférais me payer en salaire. Le problème de ça, c'est que ça rajoute énormément de fiscalité puisque du coup, c'est 45 qui vont être, taxés. Hem, c'est 45, enfin, c'est 45 d'URSSAF qu'on va devoir payer. Après, on paye, l'impôt sur le revenu. Enfin bref, tout ça pour dire que je me disais: «Bon, bah, c'est pas grave, je vais amortir en faisant plus de chiffre d'affaires». Non, la vérité, c'est que c'était juste une très mauvaise décision et donc je me suis fait des gros salaires pour pouvoir investir en bourse et donc ça a fait peser, mon salaire, le salaire du dirigeant, ça a commencé à devenir une charge énorme pour l'entreprise et donc ça, je l'avais pas vu venir et donc enfin, du coup, j'ai dû corriger ça et arrêter de me verser des énormes salaires parce que qui dit énorme salaire dit beaucoup d'URSSAF. Et donc en fait, j'ai compris qu'il fallait mieux garder l'argent et se faire des dividendes, soit remonter, enfin voilà, soit remonter dans une holding, soit investir, soit investir l'argent en DCA, mais en l'ayant passé par des dividendes, c'est plus rentable que de se le verser en salaire tous les mois. Donc voilà, donc grosse erreur là-dessus. Le salaire du dirigeant a coûté extrêmement cher à la société, beaucoup trop cher, alors qu'en fait, j'aurais pu, à titre personnel, optimiser mon patrimoine sur une année beaucoup mieux, sans mettre en jouant le jeu de la rentabilité de la société, en payant l'impôt sur les sociétés, plutôt qu'en essayant de me verser ça en salaire. J'ai été trop impatient. Je voulais toucher l'argent directement, sécuriser l'argent. Et donc, c'était ma deuxième erreur, me payer en salaire plutôt qu'en dividende. Il faut faire un peu des deux, en fait. Il faut vraiment que le salaire pour les dépenses courantes et garder une part pour se verser en dividende. C'est le mieux qu'on peut faire en France. Ensuite, la troisième erreur, ça a été de surestimer la rentabilité du marketing. En fait, euh, j'ai évalué la rentabilité du marketing au mois, en fait, et même globalement la rentabilité de mes actions. J'ai été j'avais une échelle de rentabilité beaucoup trop courte. Je mesurais mes investissements sur le mois et donc j'ai investi énormément d'argent en marketing. Donc, en l'occurrence, en publicité, puisque c'était un canal qui me semblait bien fonctionner où j'ai eu des très bons résultats en publicité sur Facebook Ads. Et donc, j'ai investi plusieurs, euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros sur Facebook Ads et aussi plusieurs dizaines de milliers d'euros, enfin non, plusieurs milliers d'euros en production de créatives publicitaires et j'ai mis beaucoup d'efforts là-dedans alors que voilà, il y avait des signes qui étaient bien, mais j'ai été un petit peu trop optimiste et trop engagé dans ces investissements en oubliant que voilà, le but c'est de garder du profit dans la société et que ça sert à rien de tout réinvestir. En fait, il faut mieux réfléchir ça à l'échelle d'une année et pas faire d'investissement la première année trop conséquent. Il faut mieux coffrer un maximum de cash la première année, par exemple. Et après, à tête reposée, par rapport au cash et aux prévisions, décider quel budget on va allouer sur l'investissement marketing en année B, par exemple. Mais ne pas voilà, réinvestir en direct avec notre impression et notre ressenti avant d'avoir eu le premier bilan. Voilà, donc trop surestimer la rentabilité du marketing. Surtout que dans des business comme ça de services où le cash met du temps à revenir, voilà, le marketing, c'est bien, mais il faut closer. C'est des cycles de vente qui sont très longs. Et donc, pour estimer la rentabilité du marketing, ça demande d'avoir un recul. Et donc, il faut mieux pas compter sur cet argent. Voilà, je pourrais faire une vidéo plus précise sur ça.
Ensuite, la quatrième erreur, c'est d'avoir recruté trop tôt sur des postes qui ne sont pas indispensables. En fait, quand j'ai vu que la société, elle marchait bien, j'ai commencé à investir dans la délégation, mais j'avais pas bien compris ce que c'était bien délégué en service. En fait, j'ai testé plusieurs types de profils et en fait, le profil que j'ai finalement décidé de recruter et que j'ai payé pendant plusieurs mois, ça a été en fait, je pensais que je recrutais un responsable opérationnel, mais en fait, je payais un assistant. Et ça, c'est une différence que j'ai mis du temps à comprendre. C'est en fait, une ligne comptable doit avoir un retour sur investissement précis. Et en fait, j'avais un employé donc qui représentait une grosse ligne comptable puisqu'il fallait que je le paye tous les mois, mais sa fonctionnalité, sa fonction dans la rentabilité de l'entreprise n'était pas ultra claire. En fait, ce que je m'explique, c'est que c'est, je l'avais, je pensais que je le recrutais pour assurer donc la délivrabilité du service et que il était responsable de faire en sorte que les clients ne quittent pas le service. Mais en fait, c'était toujours moi, dans la pratique, qui avait cette fonctionnalité dans le business. Et lui, il m'aidait, mais c'était plus un assistant qu'un réel responsable. Et donc, en fait, cette ligne comptable n'était pas justifiée. Je dépensais trop dans ce salaire par rapport au retour sur investissement effectif de cette personne. Donc voilà, j'ai recruté trop tôt. J'aurais pu recruter, en fait, si j'avais assez de cash pour vraiment déléguer à 100% certains clients à un responsable, un responsable et me concentrer à 100% sur les sales, par exemple. Là, ça aurait été un bon investissement, mais moi, j'ai gardé la main sur tout l'opérationnel et j'avais juste un assistant donc, qui représentait une charge qui n'était pas directement liée à une meilleure rentabilité du business. Voilà. Et l'erreur numéro 5 dont je voudrais parler, c'est trop d'optimisme dans les investissements. C'est-à-dire, en fait, vu que c'était la première année, qu'il y avait du cash, que ça marchait bien, etc., je réinvestissais tout le temps, tout le temps, tout le temps, en me disant, ouais, ça va bien se passer, ça va. Et j'étais tout le temps optimiste dans le retour sur investissement. J'investissais dans des coachings, j'investissais dans des campagnes, j'investissais dans des sites. Je payais tout cher en me disant, c'est en investissement qu'on va récupérer de l'argent. Et donc, en fait, c'était juste une mauvaise vision, une mauvaise gestion de la trésorerie. Et en fait, voilà, j'ai été trop optimiste. Et donc, ce que j'ai appris de cette année, c'est d'être très pragmatique et très pessimiste quant au retour sur investissement des choses, surtout dans un business comme le service, où vraiment c'est un business où le cash flow est tellement facile, ça se doit de faire de la marge. Et donc, c'est un business où il ne faut pas trop réinvestir, puisque il faut savourer la marge, quoi. Dans le service, il faut savourer la marge, il faut compresser la marge au maximum, enfin, dans le bon sens du terme. Il faut vraiment pas trop réinvestir. Et d'ailleurs, tous les business qui marchent en service que je connais, en fait, ils investissent très peu dans le marketing. Et c'est vraiment, il faut conserver un cash, une marge la plus grosse possible, surtout en France où la fiscalité va venir entacher notre marge. Donc voilà, là, cette année-là, du coup, cette année 2026, j'ai une façon tout autre d'appréhender la boîte. Je suis beaucoup plus patient et j'essaie vraiment de faire en sorte que on va faire du profit avec la société. J'essaye de limiter les investissements, limiter les dépenses, limiter même mon salaire pour vraiment avoir une société qui va générer du bénéfice à la fin de l'année. Et donc après, je verrai ce que je ferai avec les dividendes. Et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu en tireras des leçons pour ton business. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo t'a plu et s'il y a des points que tu souhaites que j'approfondisse. Ciao, ciao.